Est-ce que, à la suite de toutes ces constitutions, le Sénégal a la loi fondamentale, la constitution qu'elle mérite, qui correspond à ses réalités, à son histoire, une constitution qui lui permet de se développer justement? Je ne pense pas que sur le référendum du 20 mars. Je ne pense pas nécessairement que la Constitution intitulée personnelle devrait nous aider à nous développer. Mais ce qu'il faudrait... c'est un cadrage important. Absolument. C'est à ce niveau-là qu'il y a des préalables à la réforme constitutionnelle. Et le premier préalable, c'est le partage, c'est le dialogue. C'est le fait d'associer un maximum de Sénégalais puisqu'on leur propose une nouvelle organisation de leur pays. Et je pense quelque part... les projets de réforme constitutionnelle dans le système sénégalais doivent être récurrents puisque nous ne sommes pas dans la dynamique des États-Unis où on crée une constitution et ensuite il y a que des éléments qui concourent. Il y a le cadrage global qui est là, mais dans la stratégie ou dans la tradition sénégalaise ou française, les réformes constitutionnelles vont et viennent. C'est pas ça le problème. Le véritable problème aujourd'hui, c'est lorsqu'on veut profondément réformer la Constitution, il y a des préalables. Et ces préalables-là, n'étant pas respectés, cela pose le problème que nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Évidemment, il est regrettable, souvent, qu'on puisse faire des réformes alibi, non pas dans le souci d'organiser la nation, non pas dans le souci de montrer une direction, mais dans le souci exclusif de régler un problème ponctuel. Et pour l'occasion, on a eu une réforme constitutionnelle alibi qui servait beaucoup plus à masquer le fait qu'un président de la République s'est dédié, s'est renié, et juste pour pouvoir meubler l'affaire, on nous propose une réforme constitutionnelle. Mais sauf que le peuple n'a pas sanctionné cela. Au contraire, il y a eu 62% de oui à la réforme constitutionnelle du président Macky Sall. Le non a récolté moins de 38%, un peu moins. Je voudrais repréciser quelque chose. Évidemment, si on compte en termes de chiffres, on sera totalement d'accord avec vous. Mais il s'agit d'une réforme constitutionnelle. Et on parlait tantôt de la nécessité de partage pour une réforme constitutionnelle. Une constitution, ça doit faire déjà l'objet d'une explication large et d'une diffusion le plus étalée possible pour permettre aux Sénégalais de se l'approprier. On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait déjà une volonté d'adhérer, de faire adhérer les Sénégalais. Et le résultat obtenu, lorsque vous mettez en place 60 quelques % d'abstention, à côté d'un peu plus ou d'un peu moins de la moitié qui ont refusé cette constitution-là, vous prouvez et vous étalez le caractère un peu déséquilibré, voire même totalement déséquilibré de ce principe et de cette volonté d'installer une constitution. Je pense, pour l'histoire de notre pays, les constitutions qui ont été adoptées ici l'ont été sur la base d'un large consensus. Rien ne nous obligeait à y aller là-dedans. Je pense que si nous étions véritablement, si le président de la République était véritablement préoccupé par le fait de faire adopter une constitution partagée par les Sénégalais, il s'y prendrait autrement. Est-ce que vous n'avez pas contribué, vous, de l'opposition, au brouillage aussi du message et des réformes, en vous focalisant sur le wahwahet, sur l'homosexualité même, vous l'avez évoqué? Vous savez, Mamadou, il faut qu'on mette la chronologie des événements. Est-ce que cela ne manquait pas de sérieux? Non, du tout. Parce que nulle part, il n'y avait pas d'homosexualité, non? Je veux qu'on repositionne les choses. Il n'y a pas d'homosexualité dans le texte. Je reviens, Mamadou. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'au Sénégal, on fait beaucoup de raccourcis. Oui. Il faut poser la chronologie historique des événements. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est d'abord un président de la République qui, pendant 4 années, a entretenu auprès de ses concitoyens une volonté de réduire son mandat. Le peuple sénégalais n'était pas focalisé et n'avait pas pris comme priorité une réforme constitutionnelle. La réalité aujourd'hui qui a découlé et qui a amené le référendum, c'est lorsque s'en a rendu compte de l'extrême fragilité de sa position par rapport à une éventuelle élection en 2017, il trouve un stratagème pour aller au-delà de 2017 et en 2019. C'est ça l'élément déclencheur. L'opposition a été responsable dans le sens que nous avons jugé inacceptable pour une démocratie comme la nôtre que l'on puisse cautionner qu'un président de la République puisse se dédire et ensuite jeter en pâture une réforme constitutionnelle alibi. Cela a été inacceptable. La question n'était pas d'abord de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu de la Constitution. Il fallait d'abord refuser ce précédent dangereux pour notre pays.
ce précédent qui demain met la démocratie, le système électoral. Et nous avons vu les conséquences dans la méthode avec laquelle le référendum a été organisé, dans le caractère unique et complètement déséquilibré des rapports, dans l'utilisation de l'audiovisuel public comme privé. Tous ces dysfonctionnements-là ont pour source le fait que le président de la République a renoncé à son engagement devant la nation. C'est pourquoi, je le disais tantôt, aux États-Unis, de tels actes sont refusés et réprimés. Parce que ce sont les conséquences qui sont importantes. Mais avec le recul quand même, cher Bamba Dièye, l'homosexualité quand même. Je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez, il y a, sur le schéma constitutionnel, la Constitution, c'est d'abord un mode de vie, une idée de la nation, une manière avec laquelle nous voulons gouverner notre pays et organiser les rapports. Il ne faudrait absolument pas faire la confusion de l'appropriation de l'histoire politique française avec l'histoire sénégalaise. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Premier acte. En France, nous avons une société qui est à 95% non musulmane ou non croyante ou libre, et c'est totalement l'inverse au Sénégal. La réalité de la laïcité en France, cette réalité-là est la projection ou la conséquence d'une situation conflictuelle entre l'intelligentsia française et le système clérical. Ce n'est pas notre histoire. Et lorsqu'on pose un postulat qui dit la reconnaissance des droits à tout un chacun, qui donne à la possibilité à chaque citoyen de pouvoir vivre conformément à ses convictions, à sa manière, à sa mode de vie. Et ces éléments-là, rapportés à l'individu, trouvent leur sens. Mais lorsque vous les mettez en conflit entre une option de vie par rapport à une autre option de vie, on se rend compte aujourd'hui l'impossibilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui de sanctionner l'homosexualité lorsqu'il verra le jour encore une nouvelle fois dans notre pays. Pour être concret, entre autres points de ce projet, concernant les nouveaux droits, il est mentionné la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens. 2 points, cela veut dire qu'on énumère droit à un environnement sain sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier. Et puis suit le renforcement de la citoyenneté par la consacration de devoirs du citoyen. Vous savez, à ce niveau-là, je crois qu'au Sénégal, comme je le disais tantôt, nous aimons les slogans. Nous aimons les phrases pompeuses qui ne veulent strictement rien dire. La constitution d'avant, en l'état, est-ce qu'il y a un Sénégalais aujourd'hui qui peut dire que cette constitution ne protégeait pas les individus, les citoyens, dans l'accessibilité à des conditions liées à l'environnement? Je crois que nous avions déjà l'ensemble de l'artifice nécessaire pour protéger et aider le citoyen à voir ces 10 nouveaux droits, qui ne sont en réalité rien d'autre qu'une projection ou une explication beaucoup plus détaillée des droits réels qui existent dans nos constitutions aujourd'hui. La question de fond, celle sur laquelle tout le monde se pose des questions, c'est à quoi nous sert d'avoir un arsenal juridique extrêmement étoffé lorsque dans la réalité de la pratique, on se rend bien évidemment compte qu'en réalité, aucun droit n'est protégé. Et vous craignez vraiment que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal à travers cette réforme? Ce que je crains pour le Sénégal, c'est qu'il y a de manière abusive, à l'échelle internationale, une vision du monde partagée par une majorité du monde occidental qui voudrait institutionnaliser l'acceptation de ce mode de vie. Monde occidental à qui le président Sall a dit non à travers Barack Obama lors de sa visite au Sénégal. Ça ne suffit pas. En 2013. Et c'est pour cela que je voudrais, pour les Sénégalais qui nous écoutent, rappeler et les amener à observer certains éléments culturels. Aujourd'hui, vous voyez que même dans les industries culturelles, même dans les films qui sont distribués via les médias internationaux, nous nous rendons compte de ce matraquage, de ce forcing. Et aucun de nos présidents n'échappe à ce matraquage-là. Et c'est de cela qu'il s'agissait. C'est un problème de société. C'est un problème de société. Tout le monde doit faire face. Un problème culturel. Un problème d'identité. Et c'est à ce niveau-là que c'est important. Et j'aurais aimé que ce débat-là soit véritablement approprié, parce qu'on nous demande aujourd'hui de nous arranger ou de nous accommoder d'un mode de vie qui n'est pas le nôtre, de choix de vie qui ne sont pas les nôtres. Parce que, et quand vous posez aujourd'hui le fait qu'il y a ce désamour, ce déficit réel de développement, c'est jusqu'à présent nous avons peiné à identifier ce que le Sénégalais veut, ce que le Sénégalais envisage et comment on doit lui organiser son espace de vie.